Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents ce soir pour ce jeudi citoyen qui est donc consacré ce soir à la transition écologique. Et nous avons plusieurs invités ce soir qui viendront donc parler de la transition écologique sur le territoire du Briançonnais et sur la ville, avec quelques exemples que nous allons prendre sur la ville de Briançon. Donc on vous a distribué un petit fascicule sur les chaises qui s'appelle Carnet de montagne, et donc on reviendra un petit peu après sur toutes les actions du territoire concernant la transition écologique et solidaire. Avant, on va faire l'agenda, puisqu'on a un agenda assez chargé, puisqu'on va vous présenter l'agenda sur le mois de mai et le mois de juin, puisque le prochain jeudi citoyen est décalé. On ne va pas le faire comme on a l'habitude de se retrouver, mais on va le faire le jeudi 20 juin. Donc ça, vous pouvez déjà l'écrire sur vos agendas. La prochaine fois qu'on se retrouvera, ce sera le 20 juin. Donc du coup, on a un agenda un peu chargé, puisqu'on va vous présenter l'agenda du mois de mai et du mois de juin. Donc premier point à l'agenda, une expo photo au Centre d'art contemporain que vous pouvez aller voir, qui s'appelle Capter la diversité. C'est un photographe qui s'appelle Philippe Paillard qui expose ses photos, et vous pouvez donc vous rendre au Centre d'art contemporain sur la place d'Armes dans la vieille ville tous les jours de 14h30 à 18h30 pour aller voir cette exposition. Autre actualité importante, mercredi prochain, les commémorations. Donc à 18h, le premier rendez-vous est au carré militaire, et ensuite à 18h30, les commémorations traditionnelles au monument aux morts. Ensuite, les beaux jours reviennent. Vous avez vu les beaux jours, la chaleur. Voilà, c'est le moment propice pour reprendre les visites de chantier du cœur de ville. On avait organisé des visites de chantier à l'automne. Donc là, avec le printemps, on reprend ces visites de chantier. C'est très sympa d'aller voir en ce moment le chantier, puisqu'il avance bien, il avance vite. Il y a, comme vous pouvez le voir, pas mal de choses qui sortent. Et donc, vous pouvez visiter le chantier avec moi-même et Laurence Deslandes qui s'occupe du projet Cœur de Ville. Et on vous propose 3 dates, le 14 mai, le 28 mai et le 11 juin. Ce sont des mardis après-midi. On se retrouve à 14h à la maison du projet, et on vous demande avant, pour bien organiser la visite, puisqu'on rentre dans le chantier, donc il faut prévoir des casques, il faut prévoir de bonnes chaussures, et on vous demande préalablement de vous inscrire auprès du service de l'urbanisme, dont vous avez ici le numéro, mais aussi vous pouvez retrouver le numéro sur le site internet. Mais voilà, n'hésitez pas à venir, parce qu'effectivement en ce moment il y a plein de choses qui avancent, et on a de très belles choses à vous faire visiter lors de ces visites de chantier. Et puis ça permet de poser des questions, ça permet de voir un petit peu les coulisses du chantier. C'est un moment d'échange très sympathique. Ensuite, le 22 mai, les ateliers cuisine santé qui reprennent. Donc ça fait maintenant 2 ans qu'on a mis en place ces ateliers cuisine. Donc vous avez plusieurs dates, Vous voyez, on en a fait un le 24 avril, il y en a un le 22 mai, il y en aura un autre le 5 juin, le 3 juillet, le 11 septembre. Ça se passe à 16h30 à l'école d'Oronsfine, dans la salle de restauration, puisqu'on vous avait expliqué que dans chaque école maintenant il y a une salle de restauration, puisque tous les petits Briançonnais déjeunent au sein de leur établissement. Et donc là, on vous propose un atelier qui est animé par le service des affaires scolaires, et notamment par Nathalie Alamano, que je vous présenterai tout à l'heure, parce qu'elle est là ce soir pour nous parler de la restauration scolaire. Et le thème du jour, ce sera comment on peut confectionner des muesli maison. Le 23 mai et le 26 mai, 2 dates différentes
pour les Offenbachiades du Briançonnais. Donc là aussi, hein, rendez-vous un peu incontournable, hein, que vous commencez tous à connaître. Hein. C'est donc à chaque fois une œuvre d'Offenbach qui est présentée sous la houlette de Jean-Christophe Keck. Donc là aussi, 2 dates. Le 23 mai au Conservatoire du Briançonnais, c'est une conférence sur Offenbach. Et le 26 mai au Casino, un concert, voilà, un concert avec l'orchestre de la Chambre des Hautes-Alpes. Le 24 et le 25 mai, la ville de Briançon organise avec 2 architectes de l'École nationale supérieure de Marseille des ateliers citoyens concernant le devenir de la cité Vauban, puisque effectivement, comme vous le savez, la médiathèque la bibliothèque va déménager dans le cœur de ville. Donc la bibliothèque que vous connaissez tous a déjà fermé ses portes. Et puis il y a tout un devenir à réfléchir ensemble sur la vieille ville, puisqu'on travaille aussi sur un projet de cité des arts, de savoir comment on peut redynamiser un petit peu le quartier de la vieille ville. Et puis il y a donc tout un travail qui a été réalisé par ces architectes sur le logement également, et puis sur un petit peu une photographie de la population et des activités aujourd'hui dans la vieille ville, et de comment on pourrait travailler ensemble sur le devenir de cette cité Vauban. Donc là aussi, il y a 2 ateliers qui seront animés par les 2 architectes de l'école de Marseille. Donc le premier atelier, c'est le vendredi 24 mai. Et là, on a souhaité l'inscrire et le délocaliser en dehors de la vieille ville, donc au sein de la MJC. Et puis un autre atelier dans la vieille ville, le 25 mai, de 16h à 18h dans la salle du Vieux Colombier. Le 6 juin, donc c'est la 2e fois que les Fit Days de la MGEN sont organisés dans la ville de Briançon. Donc c'est une journée sportive à faire en famille. Donc il y a 2 moments. Il y a un premier moment qui est réservé aux scolaires, hein, pendant le temps scolaire de 9h à 16h30. Donc là plutôt avec les écoles, les maîtres d'école. Et puis l'après-midi, à partir de 16h30, c'est ouvert à tous. C'est vraiment une initiation au triathlon à réaliser en famille pour les enfants âgés de 5 à 12 ans. Donc on vous invite vraiment à vous inscrire et à inscrire les gens que vous connaissez à réaliser cette initiation, parce que l'année dernière ça a été un bon moment. Donc ça se déroule essentiellement sur le parc de la Chappe. Ça regroupe plein de monde et il y a tout un parcours. Alors pardon, je dis des bêtises, heureusement on me corrige. Ce sera organisé à la piscine, au parc des sports, au niveau de la piscine. Merci. Ben oui, puisque si c'est un triathlon, on va se baigner. Ah oui, forcément. Donc à la piscine. Et l'année dernière, ça avait été organisé à la Chappe. Ils avaient monté une piscine, montable, démontable, là, de 5 mètres. Mais c'est vrai qu'on me dit que c'était un petit peu froid, un petit peu glacé même. Donc du coup, cette année, on va le faire dans les bassins extérieurs de la piscine, qui sont, eux, chauffés. Donc plus d'excuses cette année, tous au Fit Days le 6 juin. Alors le 6 juin, il faudra choisir. Hein. Donc ceux qui n'ont pas d'enfants, ils vont pas au Fit Days et ils iront à la journée internationale des archives. Ils peuvent aussi faire les 2, mais du coup, il y a cette journée internationale des archives sur le thème « Concevoir les archives du XXIe siècle. Quelle place pour les archives de Briançon et du département ?» C'est une conférence qui est importante car, comme vous le savez, dans le cœur de ville, la médiathèque qui est en cours de construction associe à la fois une partie médiathèque et dans le sous-sol, une partie archives. Et donc, c'est un rendez-vous important qui sera animé par le directeur des archives départementales. Et justement, ça va aussi nous permettre de comprendre un peu comment on stocke les archives, comment on pourra accéder demain aux futures archives qui seront implantées donc, dans la médiathèque du cœur de ville.
Et enfin, dernière date, le 8 juin, encore une commémoration, celle de la journée nationale d'hommage aux morts pour la France en Indochine. Et là, le rendez-vous est à 18h30 au monument aux morts. Alors, je suis bien consciente que ça fait beaucoup de dates à retenir, mais bien évidemment, vous pouvez retrouver toutes ces dates sur le site internet de la ville de Briançon. Voilà pour l'agenda. Donc maintenant, on va donc parler du contrat de transition écologique et solidaire. Et pour cela, on a invité Pierre Leroy, qui est vice-président de la communauté de communes du Briançonnais, en charge du développement durable. Donc il va un petit peu vous présenter de manière globale un petit peu ce qu'on entend par la transition écologique sur le territoire, avec toute une partie où on va reprendre un petit peu les sigles et un petit peu la méthodologie, parce que c'est pas toujours facile de comprendre et voilà quels sont les projets et comment ils s'inscrivent sur le territoire. Et bien évidemment, il est aussi président du PETR et il va vous expliquer ce que c'est que le PETR. Merci Monsieur Leroy. Bonsoir à toutes et à tous. Donc merci pour l'invitation. D'une part, c'est toujours important pour nous les élus de pouvoir avoir l'occasion de rencontrer les habitants. Donc là, vous êtes nombreux et pour nous, c'est important de pouvoir vous parler et pouvoir échanger avec vous. Je vais essayer d'être concis, bref, parce que ce qui est important, c'est qu'on puisse échanger ensemble après. Alors, il y a le gardien du temps qui est là juste devant moi. On aborde un sujet qui est compliqué parce qu'il est extrêmement large et transversal. Donc, on ne pourra pas parler des choses dans le détail, évidemment, mais au moins, vous aurez un aperçu global de ce qui se passe sur le territoire du Grand Briançonnais. Donc, le PETR, déjà, pôle d'équilibre territoire et rural. Un nom un peu compliqué. Souvent, moi, je me contente de garder l'ancien nom. C'est le pays Grand Briançonnais. Et ça, on voit un peu mieux ce que ça veut dire. Donc, vous avez un document sur lequel vous avez une carte au dos. On vous a distribué ça sur vos chaises. Et là, au dos, vous avez la carte du pays Grand Briançonnais. Donc, le pays Grand Briançonnais, c'est un grand territoire. C'est à peu près un tiers du département. Il y a le pays Gapençais, il y a le pays Sud, qui lui est au milieu du département, et puis nous, au nord, le pays Grand Briançonnais. Il est constitué aujourd'hui de 3 communautés de communes. Il n'y a pas si longtemps, il y en avait 4. Il y avait le Guiers 3 Queyras, qui se sont associés, le pays de Zécrin et le Briançonnais. Donc 4 communautés de communes. Au total, il y avait 37 communes il n'y a pas si longtemps, mais aujourd'hui, il n'y a plus que 36 communes, parce que Valouise et Pelvoux se sont réunis. Donc voilà, 3 communautés de communes, 36 communes, 35 500 habitants, je crois 35 631 habitants. Voilà ce qui correspond à notre territoire, pays Grand Briançonnais. Alors c'est pas encore on parle souvent du millefeuille, encore un nouveau machin là au milieu qui vient nous embêter. Non, c'est tout simplement 3 communautés de communes qui ont décidé, pour certains sujets, de travailler ensemble. Donc en fait, les 3 communautés de communes, c'est un choix. Elles ont décidé ensemble de se réunir pour travailler ensemble. Donc vous n'avez sur votre feuille d'impôt, vous n'avez pas un impôt supplémentaire pour faire fonctionner cette structure. Ce sont les 3 communautés de communes qui financent cette structure. Elles le financent et puis c'est elles qui donnent aussi les impulsions à la structure et qui décident ce qu'on va y faire. Donc là aujourd'hui, le pays Grand Briançonnais n'a pas de compétences, contrairement aux communautés de communes. Il n'a que des missions. Et il a les missions que les communautés de communes lui ont données. Donc, vous regarderez dans le détail, vous pouvez aller sur le site internet du PETR, mais en gros, il y a des missions qui sont très importantes, par exemple celle du leader. On en parlera un peu plus loin. Il y avait une mission bois, il y avait aussi une mission gestion intégrée des risques naturels, et il y avait une mission énergie, qui s'est fortement augmenté au fur et à mesure du temps. Donc voilà en gros ce que nous faisons au sein de ces structures. Au total, c'est 6 personnes qui travaillent au sein du PETR. Donc il y a une secrétaire, il y a une directrice, puis après il y a des techniciens qui sont subventionnés à hauteur de 80% pour la plupart. Donc c'est beaucoup d'argent qui vient de l'extérieur. En gros, quand les communautés de communes mettent 1 euro, il y a 32 € qui reviennent sur le territoire par l'Europe ou par l'État.
Donc c'est quand même pas rien. C'est-à-dire que on met 1 euro pour voir, mais il y a 32 euros qui tombent pour pouvoir financer des projets de territoire. Donc après, on rentrera dans le détail sur ces projets parce que vous êtes concernés. Les entreprises du territoire sont très fortement concernées par cette affaire. Donc dans l'historique qu'on a, moi je suis président du PETR depuis, ça fait 5 ans je crois, quelque chose comme ça. Et dès que j'ai été élu, le 15 jours plus tard, il y a eu un appel à projet qui s'appelait TEPCV, Territoire et énergie positive. Et Ségolène Royal a rajouté pour la croissance verte. Donc TEPCV, donc ça c'était un programme proposé par le ministère. Et il se trouve que les élus ont dit banco, on y va. Donc nous avons travaillé beaucoup à 2 personnes, un technicien et moi, pour présenter notre candidature au TEPCV. On a été retenus. Et donc on a touché 500 000 euros grâce au dossier qu'on a fourni. Mais très vite, nous, ça ne nous convenait pas, les élus du territoire. On voulait que ces programmes se fassent avec les citoyens et que ce ne soit pas 2 personnes qui montent ce programme. Donc tout de suite, on a sollicité le conseil de développement. Et on a dit au conseil de développement, donc ce sont des citoyens qui se retrouvent pour travailler ensemble. On leur a dit, faites travailler les citoyens pour savoir qu'est-ce que vous voulez comme projet. Et donc il y a une réunion à l'Argentière qui a réuni 150 personnes. Et de cette réunion sont sortis 62 projets souhaités par les citoyens. On en a retenu 23 pour des raisons administratives, juridiques, techniques, financières. On a retenu 23 actions qu'on a présentées pour le TEPCV 2. Et là, c'est 1 500 000 euros qui sont tombés. Avec cet argent, vous avez pour certains pu en bénéficier. On a mis 170 000 euros sur les vélos électriques. Ça vous dit quelque chose. On a subventionné, c'est la seule région en France qui a donné 500 euros par personne par vélo électrique. Donc ça, c'était une des actions. Mais derrière, on a réhabilité des bâtiments publics. Au total, entre TEPCV1, TEPCV2, C2E bonifié, je vous parle de tous ces sigles, vous n'en avez rien à faire, c'est 55 bâtiments publics qui ont été rénovés dans 26 communes du territoire, pour lesquels on a fait de l'isolation par l'extérieur, du changement d'huisserie, isolation sous les rampants, etc., etc. Bref, le TEPCV nous a permis de faire énormément de travaux sur le territoire grâce à ça. Donc on a fait travailler les entreprises grâce à de l'argent public qui sont vus que cet argent est venu de la part de l'État. On a été aussi, et vous le voyez, il y a une autre ligne, TZDZG. On est fort pour les sigles. Territoire zéro déchet, zéro gaspillage. Donc là, on a été primé pour ça. Et on a eu aussi des fonds qui nous ont permis d'aller beaucoup plus loin dans la démarche. Donc vous voyez en gros les choses que nous avons portées sur le TEPCV. Donc comme je vous l'ai dit, un peu plus de 2 millions d'euros qui ont été distribués sur le territoire pour faire des actions concernant ces sujets de la transition énergétique. À la suite de ça, on a bénéficié d'1 million d'euros des certificats d'économie d'énergie bonifiés, pour lesquels on est allé encore plus loin dans les travaux sur les collectivités. Voilà. On a très bien mobilisé l'argent public. On a tellement bien mobilisé l'argent public, c'est-à-dire qu'on a bien utilisé l'argent qui nous était donné par l'État. Et donc en novembre 2017, le ministère m'a appelé en disant « Vous êtes dans le viseur de l'État et on envisage de signer avec vous le contrat de transition écologique avec vous. » Nous, on a rajouté « solidaire ». Donc c'est ce fameux contrat de transition écologique et solidaire que nous avons signé la semaine dernière avec la secrétaire d'État, Emmanuelle Vargon, qui est venue la semaine dernière pour ça. Qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Aujourd'hui, le ministère a envie de pratiquer un peu différemment. Ce n'était plus un appel à projet. Là, c'est l'État qui a cherché 2 types de territoires en France. Les territoires qui sont ce qu'ils appellent en désolation industrielle. Vous imaginez les territoires miniers avec un chômage à 25%, ou alors les futures ex-centrales nucléaires qui, demain, ça va créer de gros problèmes sur les territoires. Et donc, le ministère a cherché ces territoires qui sont ou qui vont être en difficulté. Et puis un autre type de territoire, alors nous c'est pas à cause de nos mines de charbon, c'est parce qu'on avait des très bons résultats sur la transition écologique. Et donc le ministère nous a choisi pour cette affaire-là. On est aujourd'hui le seul territoire de montagne en France sélectionné par l'État pour pouvoir aller plus loin dans la transition écologique. Donc ça fait à peu près 1 an qu'on travaille avec le ministère. On a à peu près une réunion par mois autour de la table, et c'est la première fois sur nos territoires, on a
la Caisse des dépôts et consignations, on a le ministère évidemment, avec l'ingénieur général qui nous accompagne, on a aussi l'ADEME, on a aussi l'ADREAL, la DDT, bref, tous les partenaires qu'on a bien du mal à avoir au quotidien autour de nous, et bien là, ils sont avec nous. Et là, c'est des grandes discussions sur qu'est-ce qu'on veut faire, nous, sur notre territoire. Donc la première chose qu'on a dit, nous, au ministère, c'est qu'on veut faire avec vous. Ça, c'est le préalable. Faire avec les citoyens. Et ça, c'est pas gagné. C'est quelque chose qu'il est difficile à expliquer. C'est-à-dire que pour faire avec vous, ben, il nous faut un petit peu de moyens d'animation. Et ça, c'est de grosses négociations. Ça a pris 6 mois pour obtenir un agent qui puisse animer le territoire et faire des réunions comme on en fait là ce soir, où là, les gens auront droit à la parole. Donc ça, c'est la première chose. Donc faire avec la population, faire avec le monde de l'entreprise, arriver à fédérer les citoyens, les associations, les entreprises et les collectivités. Donc ça, pour nous, c'est important. Faire ensemble. Et ça, c'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup, mais c'est ce que l'État a envie aussi. Hein. Sauf qu'ils ne savent pas trop comment faire. Donc on essaie de discuter avec eux. Après, on a discuté de la transition écologique. Qu'est-ce que c'est? Parce que chacun a sa notion de la transition écologique. Si vous lisez Jeremy Rifkin avec la 3e révolution industrielle, c'est une vision de la transition écologique. Nous, ici, on a un territoire qui est particulier. On a un territoire rural et de montagne. Comme on l'a vu tout à l'heure, c'est un grand territoire avec peu d'habitants, donc plein de villages. Entre Lagrave et Ristola, voilà, on en fait des bornes. Hein. C'est pas simple d'arriver à réunir les gens et à travailler avec des gens qui sont éclatés sur ce grand territoire. Et donc, on n'a pas les mêmes besoins en termes de transition que la ville de Grenoble. C'est évident. Donc, c'est les sujets sur lesquels on travaille. Et nous, ce qu'on a revendiqué, c'est que ce soit une transition extrêmement transversale. Donc on a bataillé pendant des mois pour obtenir le fait que nous allons travailler sur 5 orientations: l'autonomie alimentaire, l'autonomie énergétique, l'autonomie dans la gestion de nos déchets, le logement et l'écomobilité. Les 3 premiers sujets, on sait à peu près faire. On a déjà bossé là-dessus avec des citoyens, avec des associations, avec des entreprises. On a le mode d'emploi. Et on a des idées et on sait qu'on a les moyens de faire. Les 2 derniers sujets sont beaucoup plus compliqués parce qu'ils ne dépendent pas que de nous, ils dépendent du conseil départemental et ils dépendent du conseil régional aussi. Parce que quand on parle de logement et de transport, ben, vous savez, les logements HLM, ben, ce n'est pas la ville de Briançon qui les gère, hein, c'est le conseil départemental qui les gère. Donc c'est des sujets sur lesquels on a absolument besoin des autres partenaires. Donc on est satisfait parce que le conseil départemental a aussi signé avec nous le contrat de transition en montrant sa volonté de participer à ce phénomène-là. Mais c'est des sujets où on va avoir besoin de tout le monde parce qu'ils sont complexes à monter. Et donc on a déjà, alors ça fait partie des choses qu'il a fallu céder au ministère. Le ministère nous a demandé de mettre des projets sur la table. Et nous on a dit mais oui, mais nous les projets on veut les faire avec les habitants. Oui, mais nous, pour signer le contrat, on veut des projets. Oui, mais nous, on veut les faire avec les habitants. Donc voilà, au bout d'un moment, il y a un moment, il faut lâcher. Et donc, on a présenté 15 projets qui ont déjà été validés par les services de l'État. Des projets qui concernent Briançon, qui concernent le Briançonnais dans son ensemble. Donc il y a déjà 15 projets dont on pourra parler si vous voulez des détails. Mais on a très vite dit, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a organisé cet événement avec Cyril Dion le 2 avril, pour expliquer aux gens, demain, parce que le contrat va durer 4 ans, les projets, ben, c'est vous qui allez les mettre sur la table. Donc nous, il nous fallait quelqu'un, comme pour le programme Leader, quelqu'un qui accompagne les porteurs de projets. C'est-à-dire que vous avez un projet particulier, vous, personnellement, vous allez voir cette personne, elle vous dit si ça rentre à peu près dans les clous, et elle vous aide à monter votre projet pour pouvoir le réaliser, voir s'il y a des besoins de financement, en financer une partie. Mais tout n'a pas besoin de financement. Il y a déjà des projets qu'on a accompagnés sans financement. Il y en a qui ont besoin de communication. Par exemple, l'autre jour, on parlait de Tutalp, l'entreprise qui a été créée là dans le Briançonnais avec la logisticienne. Elle m'a dit, j'ai pas besoin de fric. Moi, j'ai besoin de communiquer. J'ai besoin, c'est pour ça que je vous parle d'elle. C'est une logisticienne qui remplit les camions qui ne sont pas pleins, donc évite d'affréter de nouveaux camions. Donc en tant que client, on peut faire appel à elle. Donc ça, ben, par exemple, c'est un projet de la transition écologique parce que ça permet de faire moins de trajets de transport.
Donc voilà en gros ce sur quoi on est parti pour 4 ans. On a signé ce contrat avec le ministère. On va avoir d'ici 3 semaines un technicien qui va accompagner les porteurs de projets et on va pouvoir déployer des projets pendant les 4 années qui viennent. Certains seront financés, d'autres peut-être pas. La hauteur des financements aujourd'hui, c'est au cas par cas. Donc ça se négocie systématiquement au fur et à mesure du temps. Et là, plein de projets sont possibles. Il y en a déjà oui, 15-20 là, qui sont déjà mis sur la table, dont on pourra parler tout à l'heure. Le leader, oui, parce que tout à l'heure, je vous ai évoqué le leader. En plus, il y a bientôt des élections européennes. Donc il y en a qui disent que l'Europe ne sert à rien. Là, en l'occurrence, je peux vous dire que l'Europe sert à quelque chose, surtout en ce qui concerne le pays grand-briançonnais. Nous, on a donc postulé pour le leader, c'était il y a 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans. On est passé 2 fois en jury auprès de la région et de l'Europe. Donc on allait vendre le bout de gras, hein, en disant, nous, on a besoin de ce programme. Comment il a été constitué ce programme ? Eh bien, nous avons fait un diagnostic de territoire. Je vous le fais très bref. On a un territoire très attractif. Beaucoup de gens viennent chez nous. Et puis au bout de 2 ans, ils partent. Et oui, on se rend compte qu'il y a énormément de passages et énormément de gens qui repartent alors qu'ils ont fait le choix de venir ici. Et donc on est allé chercher les raisons pour lesquelles ils repartent. Donc là, il y a toute une liste, hein, vous pourrez aller voir sur le site. Il y a des problèmes de logement, il y a des problèmes de déplacement. On revient à la transition écologique de tout à l'heure. Il y a des problèmes d'inadéquation entre la formation et le type d'emploi, il y a des problèmes, etc., etc., etc. Et donc on a décrypté tout ça. C'est ce qu'on a fait valoir à l'Europe et on a été sélectionné pour ça. Donc il y a des axes de travail qu'on débloque au fur et à mesure et toutes les entreprises et les citoyens qui ont des projets qui peuvent répondre aux besoins du territoire, ils vont se renseigner. Alors là, en l'occurrence, on a des bureaux qui sont à l'Argentière. On a 2 techniciennes qui aident à monter le projet et à financer, là pour le coup, à financer le projet. Sur ce programme, c'est 3 500 000 € quand même, hein. Donc ce n'est pas une paille. On a distribué déjà 3 500 000 € il y a le programme précédent. Et là, on est reparti pour 3 500 000 € sur le territoire auprès des entreprises, des citoyens, des associations, hein, et des collectivités qui le souhaitent si elles peuvent répondre au programme. Donc vous pouvez aller voir sur le site et vous pouvez aussi vous renseigner à l'Argentière. Hein. Vous téléphonez à Caroline Macle, c'est elle qui gère ce programme et vous verrez, pour vous accompagner, elle est opérationnelle, elle connaît bien son sujet. Voilà très rapidement, parce que ce qui m'intéresse, c'est que vous... Alors oui, quand même, Carnet de montagne. Pour la petite histoire de Carnet de montagne, comme vous, je regarde les médias, je lis les médias, et il y a 4 ans, c'était au moment du TEPCV, Territoire Énergie Positive. Énergie positive, je me disais, dans les médias, l'énergie positive du territoire n'est pas trop valorisée. Je fais un clin d'œil à Michel en face de moi. Et donc, j'en avais discuté avec des médias qui m'avaient dit « Mais attendez, monsieur Leroy, vous n'avez pas fait l'école de journalisme. Good news is bad news. » Ben non, je ne suis pas d'accord. Moi, je pense que les habitants, ils ont besoin de bonnes nouvelles. Ils ont besoin de voir des choses possibles. Ils ont besoin de rêver. Ils ont besoin de voir des réalisations de leur territoire qui peuvent les embarquer, aller plus loin. Donc, moi, je ne suis pas d'accord. Et du coup, je me suis dit « Mais est-ce qu'il y a des médias positifs qui existent ?» Donc j'ai pensé à Village, peut-être vous connaissez ce journal génial, où en effet c'est toutes les expériences positives des villages. Puis j'ai pensé aussi à Denis Chessou avec CO2 Mon Amour, puis j'ai pensé à Philippe Bertrand sur France Inter, Carnet de campagne. Tiens, carnet de campagne. Du coup j'ai appelé Philippe Bertrand, on en a discuté, et je lui ai demandé s'il acceptait qu'on fasse Carnet de montagne. Donc Carnet de montagne est né comme ça, et donc vous verrez dans le journal que vous avez sur vos sièges, ça fonctionne comme carnet de campagne. C'est-à-dire que vous pouvez cafeter vos voisins, cafeter les choses positives de votre entourage. Une fois qu'on a cette information, on va à la rencontre de ce porteur de projet positif, on l'interroge et on fait un article. Et ce sont les articles que vous avez sur la transition écologique. C'est l'énergie positive de nos territoires. Donc ça existe sur carnetdemontagne.online. Donc vous pouvez aller voir sur le site, il y a plus de choses que sur votre petit journal. Et on aimerait petit à petit augmenter le nombre de choses positives valorisées sur le territoire. Ça a été financé dans TEPCV. Là, vous avez les visages de gens que vous connaissez peut-être, hein.
Il y en a qui sont sur le marché, il y en a qui sont que vous côtoyez. Et donc, c'est des gens qui, sur le territoire, ont fait des choses positives quant à la transition écologique et solidaire. Voilà, je ne vais pas aller plus loin parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de répondre à vos questions. Donc, encore une fois, c'est extrêmement large, mais j'essaierai de répondre au mieux si besoin. Merci Pierre. Alors, on va vous laisser quelques minutes pour réfléchir éventuellement à vos questions. Et on va justement demander à Nathalie Alamano de vous raconter un petit peu, puisqu'on le retrouve dans Carnet de montagne. On a fait un focus sur la restauration scolaire et tout le travail que l'on met en place à Briançon avec des associations. Donc, elle va vous raconter un petit peu ce qui est mis en place. Voilà, c'est donc Nathalie Alamano et qui est responsable des affaires scolaires à la ville de Briançon. Merci. Bonsoir à tous. Pour faire bref et vous faire partager un petit peu ce qu'on a pu vivre tout au long de ces années sur l'évolution de la cantine. Donc depuis 2011, on a voulu mettre la nourriture au sens propre de notre cantine, puisque moi quand je suis arrivée en 2011, on ouvrait des boîtes de conserve et on mangeait du surgelé. Donc depuis, ça s'est bien amélioré. Vous avez dû certainement avoir des informations déjà là-dessus et avoir des petits articles qui ont un petit peu paru dans le Dauphiné libéré ou même au niveau national, mais on va y revenir après. Donc du coup, en 2011, la municipalité a souhaité qu'on puisse mettre en avant le bio, mais du bio local. Donc ça a été vraiment un des points forts qu'on a voulu mettre en avant et pouvoir faire manger à nos enfants de la nourriture saine, mais qui vienne du territoire. Donc tout l'enjeu était de trouver des fruits, des légumes, puisqu'au départ on est parti essentiellement là-dessus. On a voulu commencer à mettre en place ces fruits, ces légumes pour que les enfants commencent tout doucement à s'habituer à ce changement, et aussi pour les produits laitiers. Donc les produits laitiers n'étaient pas bio, mais étaient quand même du territoire, donc principalement sur Gap. La deuxième étape, après, on s'est vite rendu compte que les enfants, ils adhéraient, ils aimaient manger des bons produits. Une pomme qui avait passé 2 jours au frigo et qui se retrouvait sèche, sans jus, sans rien. Lorsqu'il mangeait une pomme bio qui venait des Hautes-Alpes, forcément, il a croqué et il a mangé entièrement. Donc très vite, on a dit, il faut qu'on continue, il faut qu'on aille plus loin. En 2016, on a commencé à réfléchir sur comment pouvoir agrandir cette gamme-là. Donc Échange Paysan, qui était venu se présenter à la ville de Briançon, a proposé de travailler avec nous, au départ, en 2011. Donc on a travaillé tout doucement avec eux. Et en 2016, on a réfléchi pour pouvoir élargir la gamme. Et cette plateforme d'achat, donc qui est Échange Paysan, qui se trouve sur Gap, a pu répondre à l'offre. Et donc du coup, on a pu agrandir cette gamme-là. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes à 70% de bio, dont 77% de local là. Échange Paysan a été financé par le leader dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est vrai que depuis, on a fait énormément de progrès, forcément. Donc là, sur la diapo, on peut parler aussi de la viande. La viande qui est maintenant bio et locale en bœuf, en veau et en porc. Il y a juste la volaille où on n'est pas encore arrivé à trouver quelque chose sur le département assez important pour pouvoir convenir à nos commandes. On a participé à plusieurs actions, la participation à la semaine du bio local. On a participé aux cantines se rebellent en 2016. La première année, on a été retenu, mais on n'a pas eu le prix. La deuxième année, on a eu la grande joie d'avoir le prix des cantines se rebellent, la victoire des cantines se rebellent, au niveau national, à Paris, avec d'autres cantines de France. Donc l'intérêt, c'était aussi de pouvoir partager avec d'autres meneurs de projets comme nous faisons, savoir un peu comment ils s'organisaient eux. Et puis finalement, on s'est aperçu qu'on était parmi les premiers
au niveau national à mettre ça en place et qu'on était plutôt bien référencés. La deuxième étape a été aussi le livre. On a été sollicité par Un Plus Bio avec lequel on travaille et la ville de Briançon fait partie du Club des territoires pour présenter plusieurs recettes qu'on présente aux enfants. Donc des meilleures recettes. Donc on en a envoyé une dizaine et à notre grande surprise, 4 ont été retenues. Donc elles paraissent, vous pouvez les avoir dans ce livre, Je veux manger comme à la cantine bio, aux éditions Terre Vivante. Vous allez retrouver de très bonnes recettes faciles qui vont plaire à vos enfants. Voilà, donc le livre est en vente dans les différentes librairies de la ville de Briançon et à Biocoop. Donc n'hésitez pas, je vous encourage. Et si vous avez des difficultés, vous pouvez venir nous voir aux ateliers cuisine santé. Donc on avait présenté aussi le livre, on a fait quelques recettes. Ce livre va vous aider aussi à utiliser des produits que vous n'avez pas forcément l'habitude d'utiliser, notamment dans les gâteaux, par exemple des haricots secs dans un gâteau, un dessert. Au départ, les enfants leur ont demandé « Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qu'il y a dans ce gâteau ?» Et bien sûr, personne n'a trouvé, mais lorsqu'ils ont su, ils ont dit « Mais c'est très bon !» Et ils aiment et ils en redemandent. Et ça se passe très bien. Et du coup, ça encourage aussi les cuisiniers à continuer dans cette action-là, puisque forcément, lorsqu'on voit les assiettes qui reviennent vides, forcément, on a envie de continuer et d'améliorer et de toujours faire mieux. La formation des agents aussi, du coup, qui a été très importante, puisque forcément, les cuisiniers n'avaient pas l'habitude d'avoir des produits un peu spécifiques à la bio, notamment du petit épeautre, des petits marrons, des panais, des légumes anciens qu'on n'avait pas forcément l'habitude de cultiver en restauration collective, de cuisiner en restauration collective. Donc voilà, ces formations-là ont aidé aussi les cuisiniers à pouvoir passer de l'autre côté et présenter après aux petits Briançonnais des légumes anciens, entre autres, et des céréales, puisque nous avons proposé tous les mardis, et nous proposons encore un menu végétarien toutes les semaines, tous les mardis. Le gouvernement est en train de nous donner raison, puisqu'il parle de mettre un repas végétarien par semaine au niveau national. C'est les dernières recommandations, notamment en mettant en l'honneur les protéines végétales, donc céréales plus légumineuses. Le label EcoCert a été un moyen aussi de montrer qu'on est arrivé à un niveau qui fait que nous pouvons avoir une reconnaissance au niveau du territoire. Donc on a commencé en 2016 à faire un audit sur le niveau 1 qu'on a eu. 2017, on est resté au niveau 1. 2018, nous sommes passés au niveau 2. Et là, en 2019, nous avons l'audit au mois de mai et on espère atteindre le niveau 3. Donc on sera une des cantines, enfin la seule cantine des Hautes-Alpes à être au niveau 3. Il y a 6 ans, les assiettes, oui. Alors, il y a les enfants, bien sûr, mais il y a aussi nos personnes âgées, puisque donc le CCAS fournit des repas à domicile et au foyer club. Vous pouvez partager avec des amis un bon repas, puisque c'est le repas que nous proposons aussi aux enfants. Le nombre d'effectifs a augmenté de 40% depuis 2011, si bien que maintenant on a des problèmes pour pouvoir accueillir tous les enfants, puisque les enfants réclament à leurs parents de venir manger à la cantine et non pas l'inverse. Donc ça, c'est plutôt très positif pour nous, parce que voilà, le meilleur retour qu'on puisse avoir, c'est ce genre de choses-là. On les sensibilise à la lutte contre le gaspillage. Ils trient leur assiette, ils trient les déchets, ils les mettent dans un petit container, un petit bac transparent qu'ils ont sur leur table. Et chacun d'eux met
dessus. On fait régulièrement aussi des campagnes de pesée qui permettent de suivre un petit peu ce qui est bien aimé, moyennement aimé ou détesté. C'est rare, mais selon ce qu'on peut présenter, certains voilà, n'aiment pas du tout. Mais on arrive quand même après à déjouer certains légumes, on va dire, comme les épinards. Maintenant, on les prépare avec du sarrasin. Et lorsqu'on prépare un gratin épinard sarrasin, maintenant, voilà, les plats reviennent vides. C'est étonnant, mais on y arrive. Oui. Oui, d'accord, ok. Donc, du coup, pour continuer dans le gaspillage alimentaire, dans notre lutte contre le gaspillage alimentaire, on a eu, grâce à la CCB de Briançon, du Briançonnais, des composts dans toutes les écoles satellites de la ville, puisque chaque école a pratiquement sa cantine sur place. Et nous avons réfléchi à la mise en place d'un parcours compost à Briançon avec les gens des Hauts qui nous ont proposé, sont venus nous voir en nous disant voilà, à Briançon, vous avez tout. Vous avez la cantine, la restauration scolaire, la cuisine centrale, vous avez les cantines, vous avez les composts, vous avez le service des jardins à la ville de Briançon qui s'occupe des jardins et du recyclage des déchets verts. Donc du coup, pourquoi pas faire un parcours compost. Donc là, on a commencé à y réfléchir fin 2017. Et voilà le projet qui a abouti, donc qui va prendre forme là dans les mois à venir. Donc, entrer dans la ronde. Pourquoi entrer dans la ronde? Puisqu'on part du gaspillage ou des déchets qu'ils vont être mis à disposition des différents containers compost que nous avons au sein de la ville, notamment là pour le coup dans les écoles. Ces composts vont se transformer petit à petit en... Oui, les composteurs vont être transformés et récupérés par les services des jardins pour être apportés à notre site qui est sur le service des espaces verts de la ville de Briançon pour mûrir, pour continuer à faire la maturation, et vont terminer dans nos jardins, dans les jardins de la ville. Donc vous allez voir, il y aura plusieurs, si on peut avoir plusieurs thèmes, et avec un panneau. Donc là, vous voyez le premier qui va se situer à la cuisine centrale de la ville pour réduire, qui parle de la réduction du gaspillage alimentaire, de l'engagement de Briançon, donc avec, je viens de vous énumérer, et qui va permettre après de suivre un parcours. Donc là, on voit une petite carte sur votre gauche. Donc dans différents sites de la ville, vous allez avoir un panneau qui va vous expliquer ce qu'on a mis en place. Donc cette ronde est à partager, puisqu'elle est destinée aux enfants des autres communes, aux enfants de nos écoles, hein, bien sûr, qui pourront venir voir, mais aussi aux collectivités qui ont envie de mettre ce que nous, on a mis en place sur la ville, aux curieux, à toutes les personnes, aux citoyens, à toutes les personnes, aux élus, à toutes les personnes qui le souhaitent, et bien sûr aux touristes, pour le reste du monde. Voilà, je crois que je vous ai fait un petit peu le tour. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui. Oui, alors les cantines des collèges ne dépendent pas de nous. Non, non, les cantines des collèges dépendent du département. Alors, ils n'ont pas la même politique que la ville de Briançon, mais là, nous, c'est le département, c'est pas la ville, c'est pas la municipalité. Je donne le micro, c'est pas vrai. Attendez. Je vous entends. Locaux. Je vous entends pas. Pardon. Oui.
qu'il y aura peut-être 20% de produits locaux dans toutes les cantines de France. Oui, alors là, c'est dans le cadre de la loi Egalim qui est en train d'être mise en place. J'espère que ça va aboutir, oui, et qu'en effet, ils prennent le même chemin que nous. Hein. Tout à fait, oui, oui. D'ailleurs, les enfants qui quittent Briançon, qui quittent le primaire pour aller au collège, viennent nous voir et nous disent, ben oui, là, on mange moins bien qu'à la cantine. Hein. Ça, c'est sûr. Malheureusement. Oui. Merci. Bonjour. Est-ce que vous connaissez les rouages justement pour pouvoir modifier ce qui est fait au collège et au lycée? Est-ce que vous sauriez nous guider vers la voie pour essayer de modifier les choses dans notre établissement scolaire? Alors là, moi, je peux guider au niveau technique, organisation, mais après, ça, il faut voir avec les élus du département et la région pour le lycée. Bonsoir, quelle a été l'incidence en termes de coût? C'est plus cher, c'est moins cher, c'est aussi cher? Vous faites bien de m'en parler parce que j'allais oublier l'essentiel. Donc nous avons eu l'année dernière une grosse surprise. Enfin, moi je m'en doutais un peu, mais je ne croyais pas trop. Donc j'attendais avec hâte le résultat des chiffres. Et en fin de compte, on a fait des économies. C'est-à-dire que dans un budget prévisionnel, nous avons fait moins que ce qui était prévu, on a dépensé moins en augmentant les produits bio et surtout en augmentant les effectifs. C'est-à-dire qu'on arrivait à gagner de l'argent tout en augmentant notre part de bio avec plus d'enfants. On a fait à peu près 10 000 euros de recettes supplémentaires. Sur un budget de, on est à 210 000 à peu près, 210, 215 000. Donc ça a été quelque chose de bluffant puisqu'on est arrivé à prouver qu'en utilisant des produits bruts, on a fait des économies parce qu'en fin de compte, le levier, il est là. Lorsque vous n'utilisez pas de produits industriels, vous faites des économies puisque le produit industriel est transformé et empaqueté et conditionné, transporté jusqu'à nous depuis l'usine, alors que là, nous, on achète par exemple des courgettes. 1 kilo de courgettes, on les transforme en gratin. Nos céréales, on les fait tremper, on les transforme en gratin avec d'autres courgettes ou autre chose. Vous voyez, donc le fait de ne pas utiliser de produits tout prêts, industrialisés, nous permet de faire des économies. Et sur le gaspillage alimentaire aussi. Donc ça, c'est quelque chose de très révélateur qu'on arrive à faire du bon pour nos enfants, bon pour la santé de nos enfants, parce que c'est très important, parce que lorsqu'on voit actuellement ce qui se passe au sein de la santé, ça fait peur. Et là, à Briançon, on a la grande chance de pouvoir nourrir nos enfants sainement. C'est vraiment très important pour la suite, pour leur suite, hein, puisqu'on voit de plus en plus de maladies. Et les maladies sont en partie liées à l'alimentation. Donc avec des choses simples, on arrive à faire de belles choses, hein, la preuve tous les jours ici. Oui, la plateforme Échange Paysan, donc du coup, c'est une association qui se trouve sur Gap, qui réunit tous les producteurs en bio et en conventionnel. Donc, en fin de compte, nous, ça nous évite d'avoir plusieurs personnes à contacter. On a un seul intermédiaire. Donc, on va lui dire, ben voilà, nous, on veut notre tonne de pommes de terre pour le mois. Et ben, hop, ils vont nous apporter cette tonne-là. Mais en contrepartie, on va avoir aussi une pomme de terre de Briançon, comme on peut avoir une pomme de terre de Gap. Mais peu importe, ça reste quand même sur le territoire. Pour ce qui est des fromages, par exemple, nous n'avons que des produits qui viennent de fromageries des Hautes-Alpes en bio. Donc la ferme de Pralon, qui est à 2 pas d'ici, la fromagerie du Queyras, la fromagerie de la Durance. Le plus loin qu'on va, c'est le Champsort. Donc c'est sûr qu'ils ont redécouvert le goût du fromage, par exemple. Alors qu'avant, ils avaient des Kerry, ils avaient du Babybel,
Enfin voilà, des choses transformées, ultra transformées. Il y avait même plus, même plus du calcium. Je me demande quoi. Hein. C'était vraiment du blanc et de la pâte. On fait une moyenne de 630 repas à jour. Alors qu'au début, on était à tout juste 400. Je crois qu'on devait être à 350, quelque chose comme ça. Et on a un total d'enfants au niveau de l'école à peu près à 900, 915. Voilà, il y a une école où on est pratiquement à 90% de fréquentation de la cantine. Tous les enfants viennent manger à la cantine. Je voulais savoir si on avait des conventions avec d'autres communes, d'autres écoles éventuellement. Oui, on fournit la commune de Puy-Saint-Pierre, qui accueille aussi des enfants depuis Saint-André. On fournit Zanzibar, notre centre aéré aussi, qui a le calme au niveau de la ville. Mais on a été sollicité, oui, par plusieurs communes. Oui. Oui. C'est pour l'enregistrement. Désolée, c'est une question qui est peut-être un petit peu hors sujet, mais qui peut avoir son importance. Vous avez parlé de recettes générées par les repas, oui, si j'ai bien compris. Et en fait, ces recettes, du coup, sont réinvesties dans quoi? Principalement, de toute manière, dans tout ce qui est matériel de la cuisine, puisque forcément, hein, on fait des investissements coûteux chaque année, malgré tout, puisqu'on est une cuisine centrale, on produit, donc il faut renouveler le matériel. Donc ces recettes servent à ça, et forcément aussi à la matière première. Oui, bien sûr. Paiement des salaires, sachant que même si ça ne couvre pas le budget, c'est la vocation de la ville, hein, de toute manière, hein, c'est pas pour faire de l'argent, mais on arrive avec le budget alloué pour le service à faire des économies en augmentant la part du bio et la partie enfant. D'accord, et donc il y a réinvesti dans le matériel. Bien sûr, oui. Qui reste dans le cadre du repas, tout à fait. Okay. Ouais, je vous remercie. Je vous en prie. Par exemple, pour le portage des repas à domicile pour les personnes âgées, avant on avait des barquettes plastiques avec cellophane. Maintenant, on a ce qu'on appelle des boîtes isothermes avec une porcelaine en faïence, un couvercle en silicone, le tout se lave. Le tout revient à la cuisine pour être lavé et repartir. Donc on a limité les déchets plastiques d'une manière conséquente. Ouais. D'accord. C'est pareil, voilà, ces recettes-là vont pouvoir aussi, on va pouvoir réinvestir dans ce matériel-là. D'accord. On a une cuisson basse température aussi au niveau du bœuf, du porc. On a fait là récemment, donc ça veut dire qu'une cuisson basse température, ça veut dire qu'on va cuire à pas plus de 80 degrés pendant plusieurs heures. Et du coup, le lendemain, la viande est fondante, très bonne, avec un jus juste merveilleux, hein, puisqu'on n'a pas le droit de mettre de fond de sauce, des choses comme ça, c'est interdit chez nous. On ne met pas du tout de poudre de quoi que ce soit dans nos sauces, hein, c'est uniquement le jus de la viande. C'est là-dedans qu'on a les additifs. Ah, je pourrais vous en parler des heures, hein, de la cantine. Parce que voilà, c'est ma passion, donc j'adore ça. Et c'est vrai, j'ai rarement l'occasion de parler devant monsieur le maire. D'habitude, je parle devant des personnes que je ne connais pas. C'est vrai que là, j'avais un peu plus le tract. Mais bon, ça me fait plaisir de pouvoir m'exprimer aussi devant vous. Ouais. Voilà, oui, moi je voudrais féliciter Nathalie et bien sûr toute son équipe, hein, parce qu'ils font un travail remarquable. Hein. Elle vous a brossé le reste, là Nathalie, hein, ça, vous ne savez pas. Hein. N'ayez pas peur. Hein. Parce qu'elle ne parle pas devant moi, mais on parle ensemble souvent quand même. Hein. Puis on se connaît depuis longtemps. Ils font un travail remarquable parce qu'on parle d'elle, mais il y a aussi tous les cuisiniers, toute l'équipe qui est autour. Et franchement, il y a un travail collectif qui est remarquable. Et c'est vrai que de voir que, les plus des 2 tiers des enfants des écoles mangent à la cantine et réclament la cantine, c'est
C'est sûr que ça fait plaisir, c'est dynamisant. Et puis c'est réconfortant, parce que c'est vrai que vous faites du bon travail, et c'est dommage effectivement que pour l'instant, ce travail ne soit pas relayé au niveau du lycée et du collège. Alors je précise que pour le collège et le lycée de Briançon, en tout cas pour ce qui concerne Vauban, c'est une cité mixte et ça dépend donc essentiellement de la région. Mais on va les stimuler pour qu'ils aillent plus vite, plus loin. Hein. Ils sont là, oui. Mais c'est pas les meilleurs, c'est pas ceux qui sont intéressés qui sont, enfin ceux qui sont intéressés qui sont là, mais c'est pas ceux qui prennent les décisions. Mais ils vont pousser pour. Voilà. Et puis aussi le travail qui est fait et sur lequel on est passé un petit peu rapidement, c'est cette éducation à la nourriture qui est faite pour les mamans, hein, pour effectivement trouver de nouvelles solutions. Non mais les papas, malheureusement, madame. Et oui, il devrait. Si c'était comme moi, il ferait un peu de cuisine, mais bon. Bon. Ben, par exemple, dimanche, je fais une épaule d'agneau. Voilà. Ah ben, c'est pas tous les jours, hein. Faut pas exagérer, c'est pas Noël. Non, trêve de plaisanterie. Je crois qu'effectivement, de former, d'éduquer à des goûts nouveaux, à des structures nouvelles. On a parlé tout à l'heure de l'épeautre, on a parlé du sarrasin. C'est vrai qu'il y a très peu de gens qui, naturellement, utilisent ces denrées. Et c'est vrai que de faire découvrir aux enfants, de faire découvrir aux mamans et aux papas la nature de ces produits qui en plus sont des compensations protéiniques intéressantes végétales et qui permettent effectivement de faire des repas sans viande et puis d'ouvrir à des goûts nouveaux. Moi je me souviens un jour vous n'avez pas parlé de l'agneau, parce que vous en faites de temps en temps. Vous aviez fait des lentilles jaunes. Un dal, c'est-à-dire un plat indien. Et moi je m'étais dit, oulala, avec de l'agneau, c'était remarquable et les gamins en ont pris et repris. Elle ne l'a pas dit non plus, mais ils font de la soupe. Et la première fois qu'elle m'a dit qu'ils allaient faire de la soupe, je lui ai dit, vous rigolez? Non, les gamins, ils ne mangent plus de soupe, c'est fini. Ben, non seulement ils mangent de la soupe, mais ils en reprennent. Voilà. Et donc, zéro gaspillage. Et quand il y a un peu de gaspillage, on le pèse pour que les enfants mesurent bien sur les tables, il y a des balances. Et puis qu'on mesure, ben, c'est pas la peine d'en prendre trop, on en prend un petit peu. Puis si on en veut, on en reprend, mais plutôt que de gaspiller. Voilà. Donc il y a toute une éducation à la fois aux produits, à la qualité et au respect de l'environnement par cette méthode. Merci Nathalie, merci toute l'équipe. Oui Pierre. Ben, c'est à toi maintenant de répondre à toutes les questions qui vont se bousculer. Il y en a forcément. Je crois que ce qu'il faudrait peut-être que tu dises, c'est le concret de certaines actions, parce que tu as cité des noms barbares, des TEPCV, des zéro déchet, zéro... Bon, mais concrètement, par exemple, au niveau de l'énergie, au niveau de différents... Qu'est-ce qu'on fait à Briançon? Qu'est-ce qu'on fait dans le Briançonnais? Qu'est-ce que tu fais avec la SEMSEV? Qu'est-ce qu'on fait avec DSB? Qu'est-ce qu'on fait sur ces plans où on essaye effectivement sur l'eau? Enfin, voilà, concrétiser un petit peu pour que les gens mesurent l'action.